Bien, donc aujourd'hui, pour cette réunion de Manger bio et local à la cantine, l'ordre du jour contient 4 points. Donc, une présentation de la démarche avec un rappel des outils, un échange avec les associations de producteurs. Donc, cette réunion sera co-animée par Perrine Ménadier, qui est animatrice du CIVAM Béarn, et on excuse Laurent Chagnot, animatrice à la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, ne peut pas être présente aujourd'hui. Donc, Perrine et Laure représentent les structures agricoles. Je rappelle, si vous avez des besoins, si vous rencontrez des difficultés avec des fournisseurs, n'hésitez pas à les contacter. Elles sont là pour ça, ce sont les relais de terrain. Donc ça, c'est le deuxième point de l'ordre du jour. Il y aura également une présentation brève du label d'EcoCert en cuisine pour que vous puissiez vous positionner et manifester votre intérêt pour entrer dans cette certification. Et enfin, on terminera par le calendrier des prochains temps forts. Mais on essaiera de conserver du temps pour les échanges. Donc, on avait prévu une session d'1h30. Il est 13h40. Donc, voilà, on va prévoir 1 heure de temps de présentation pour se garder voilà, un peu de temps pour les échanges en fin de session. Voilà, est-ce qu'il y a des éléments? Est-ce que quelqu'un voudrait... Oui, Perrine? Oui, bonjour. Je devrais être à 15h à une autre réunion, donc je vais partir à -5, je pense. Voilà. Très bien. L'ordre du jour prévoit ta présentation en deuxième point, donc tu pourras tout à fait voilà, être à l'heure à ta prochaine réunion. Bien. Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, d'objection, je vais attaquer la présentation. Cette fois-ci, je vais vous la partager. Elle est là. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui essaie de rejoindre la réunion. Je coupe le micro. Bien. Donc, je vous disais 4 points d'ordre du jour. On les a déjà détaillés. Donc, je commence par la présentation du projet Manger bio et local à la cantine, un projet partenarial, je vous l'ai dit en introduction, entre le conseil départemental et l'association des maires et présidents de communauté des Pyrénées-Atlantiques, qui vise 3 grands objectifs: améliorer la qualité alimentaire dans les services de restauration scolaire des écoles publiques du premier degré, soutenir l'agriculture locale et atteindre les objectifs de la loi Egalim, qui vient d'entrer en vigueur dans la totalité de ses volets, donc notamment le dernier qui concerne l'approvisionnement, d'atteindre 20% de produits bio et 50% de produits durables, parmi lesquels on retrouve les signes officiels de qualité et autres labels. Donc, ça rentre en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, les autres points étaient déjà en œuvre, notamment la mise en œuvre du menu végétarien ou les éléments concernant le gaspillage alimentaire. Donc, ce programme aujourd'hui réunit 27 communes qui disposent d'une cuisine sur place en régie. Donc, vous voyez, en 2017, quand on a démarré le projet sur 2 zones d'expérimentation, on avait 12 communes. Il y en a 11 supplémentaires qui ont rejoint le programme 2 ans après. Et à partir de 2021, l'entrée des communes se faisait au fil de l'eau, donc au fur et à mesure des demandes qui nous sont montées. Et donc, on a 27 communes à ce jour concernées par le programme de façon directe. Mais de façon indirecte, il y a 87 communes concernées, puisque vous, communes, vous livrez parfois d'autres communes, ou alors il y a également des collèges qui peuvent livrer des communes, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 87 communes concernées par le programme Manger bio et local dans le département. Donc, cela représente une commune sur 4 qui a une école dans le département.
Donc, les actions proposées dans le cadre de l'accompagnement sont diverses. On a des formations ou des ateliers donc sur l'amélioration du temps repas. Ça, c'était une formation qu'on a organisée en 2019. La lutte contre le gaspillage alimentaire ou bien les marchés publics alimentaires. Mais manger bio et local à la cantine, c'est surtout des temps d'échange à différents niveaux, sur différentes zones géographiques, avec différents publics. Donc, soit entre chefs de cuisine, avec les associations de producteurs, souvent, donc collectivement ou par zone géographique, comme ça peut l'être aujourd'hui. Et c'est également des outils pratiques qu'on vous met à disposition. J'en ai indiqué quelques-uns ici. Donc, vous avez notamment des livrets sur les filières, les filières blé, farine, pain, les filières pêche maritime, un livret sur les menus végétariens, mais aussi pour sensibiliser à l'approvisionnement local. Donc, on a un livret sur les idées reçues pour arriver à convaincre toutes les parties prenantes du sujet, mais également un livret sur les astuces pour atteindre un approvisionnement bio et local à coût constant. Dans les outils, on retrouve aussi des outils plutôt à destination des familles, donc notamment le livret Manger bon et manger bien dans les cantines du 64, qui est un support d'échange qui peut être mis à disposition dans les classes de vos écoles. Et puis également, j'ai la photo en bas à gauche du fichier Excel de suivi des achats. Donc ça, c'est un fichier important pour nous, pour pouvoir évaluer la progression de taux d'introduction de produits bio et locaux. Donc d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel aux dernières communes qui ne nous ont pas transmis leurs données pour l'année 2021. Voilà, c'est un outil très important pour qu'on puisse voir si ce qu'on propose, ça permet de faire évoluer vos taux de bio et local. Et si ça ne l'est pas, de pouvoir aussi orienter vers de nouveaux partenaires ou vers notamment les associations de producteurs. On voit qu'il y a un recul sur l'introduction de produits issus du territoire. Et donc, je vous ai mis aussi la photo du nouveau kit de valorisation. Donc ça, c'est un kit qu'on a diffusé à l'occasion du forum Manger bio et local qui a eu lieu à Sauvagnon au mois d'octobre. Mais il n'y a pas eu d'envoi à toutes les communes, mais on va y remédier. Donc, ce kit est composé d'un bilan de la démarche depuis le début pour que vous puissiez... c'est une présentation en 4 pages des enjeux et des résultats des communes engagées depuis le début du programme. Et également un kit d'affiches. Vous avez une affiche qui peut être installée dans le réfectoire, mais aussi à l'entrée de votre mairie, qui indique que vous êtes engagé dans la démarche Manger bio et local et qui indique votre taux d'introduction de produits bio et locaux. Et c'est un outil qui vous permet d'être en conformité vis-à-vis de la loi Egalim sur le volet de l'affichage, puisque chaque commune, cette loi prévoit que chaque commune doit afficher ses résultats en termes d'approvisionnement au moins une fois par an par le vecteur de son choix. Donc cette affiche vous permet, en la personnalisant, d'atteindre cet objectif-là. Et la deuxième affiche, c'est une carte du département où vous pouvez, avec une planche d'autocollant qui vous permet d'indiquer l'origine de vos produits par différents types, donc fromage, yaourt, viande bovine, viande porcine, etc., etc. Et vous pouvez également indiquer si c'est bio ou local. Voilà pour ce kit qui a été diffusé aux communes qui étaient présentes au forum et qui sera envoyé par la poste donc dans les prochaines semaines. En termes de résultats, donc je vous parlais du fichier de suivi, c'est ce fichier-là qui nous permet d'établir ce graphique. Donc on suit chaque année, qui nous permet de dire qu'aujourd'hui on est à 47% de produits bio et locaux dans les communes accompagnées. On a un taux de retour qui est à peu près de 60%, donc on n'a pas
toutes les communes comptabilisées dans ce graphique, en tout cas pour l'année 2021. Donc, cette année, on est à 47% de produits biolocaux. Vous voyez, on est tout près des objectifs de la loi Egalim, avec 23,3% de produits bio en moyenne. Donc, c'est la première année qu'en moyenne, on a dépassé les enjeux d'Egalim. Vous voyez, une progression qui est constante, qui continue de nous impressionner, puisqu'on a de nouvelles communes qui rentrent et malgré tout, un taux d'introduction de produits bio et locaux qui progresse beaucoup. Et dans les communes qui ont intégré le programme en 2017, 1 sur 2 a atteint les objectifs de la loi Egalim. Donc, c'est une belle progression en 5 années. Voilà pour cette partie de présentation du programme. Et avant de passer la parole à Perrine, je vais vous laisser la parole à vous pour déjà apporter vos remarques, vos commentaires sur ces résultats peut-être ou sur les outils qui sont mis à votre disposition. Juste du coup, bonjour tout le monde. J'en profite, merci Anneline pour cette présentation. Et c'est vrai que c'est une belle progression et en nombre de communes accompagnées et aussi en insertion des produits bio locaux. Juste pour vous dire que oui, c'est très important pour nous vos retours parce que depuis 2 ans, on a quand même maintenu des actions, même en visio, les mallettes, des outils qui vous ont été envoyés. C'est vrai que le présentiel manque beaucoup, les formations, il y a des actions qu'on n'a pas pu mettre en place. Mais vos retours sont quand même très importants parce qu'ils nous permettent à nous de continuer à dynamiser ce projet, ce programme dans vos structures. On sait que c'est vous qui les mettez en place, ces actions, que c'est grâce à vos réussites locales que vous arrivez à maintenir les taux d'insertion de produits bio locaux. Et on sait que parfois, ce n'est pas facile. Et l'objectif de ce programme, c'est aussi de parfois redynamiser, redonner des idées et permettre d'améliorer, de poursuivre vos actions parce que certains vont encore de plus en plus loin. Et voilà, on voudrait continuer à faire partager ça. Et parfois, voilà, on veut aussi savoir ce sur quoi ça pêche, les actions qui pourraient vous aider. On va parler des projections, des actions qu'on va vous proposer. Mais tout au long de l'année, n'hésitez pas à nous faire part de vos difficultés, de vos réussites, parce que c'est bien aussi parfois de les mettre en avant et de les faire partager. Je parle des réussites, mais aussi des difficultés. Voilà, je relaisse le micro. Oui, pour rentrer bien dans le détail de ce fichier de suivi, sachez que pour démarrer, pour vous aider, on a mis au point donc déjà un petit tutoriel qui présente comment fonctionne cet outil. Donc, si vous n'avez pas pu y accéder, n'hésitez pas à nous le redemander, ça, il n'y a pas de souci. Et puis aussi, pour la première année, on se propose que vous nous mettiez à disposition vos factures de denrées alimentaires pour un trimestre et que nous, on complète de notre côté le fichier de suivi pour que voilà, vous puissiez voir comment ça se fait c'est possible pour la première année. Et ensuite, nous, voilà, on le complète de notre côté. Sachez que ceux qui craignent sur donc, il y a un micro qui n'est pas coupé, que je vais couper. Non, c'est bon. Non, c'est pas bon. J'y arrive. Excusez-moi. Voilà. Je disais, oui, la mise à disposition des factures pour un trimestre. Ceux qui craignent que ça prenne beaucoup de temps, c'est vrai qu'il faut passer un peu de temps là-dessus, mais dorénavant, la loi Egalim vous oblige à afficher ces résultats, donc c'est un élément important. Et donc, à titre d'exemple, donc on l'a mené pour une commune depuis quelques années, il faut compter 1 heure environ pour 150 repas jour.
pour le trimestre pour vraiment lister chacune des factures. Donc ça reste du temps, c'est sûr, mais à la fois nécessaire pour pouvoir bien savoir d'où on part et comment on évolue. Anneline, il y a une Il y a question. une question. Voilà. Donc, manger bon, manger bien, est-il à destination des parents, de la classe? Voilà. Alors, c'est un livret à destination des parents, des familles. Donc, vous pouvez nous en demander des exemplaires. Il faut nous demander, faut nous dire le nombre d'exemplaires qui vous convient. Donc, le nombre d'exemplaires, si vous souhaitez l'adresser à une classe, parce que vous savez qu'il y a un institut qui est en demande, voilà, ça peut être pour une classe, ça pourrait être pour plusieurs, il n'y a aucun problème là-dessus. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous indiquer le nombre d'exemplaires pour qu'il n'y en ait pas d'imprimés pour rien. Bon. Effectivement, c'est à destination des familles. Donc, ça peut être aussi mis dans vos mairies, hein, ça peut être à disposition. On a la même chose pour le livret sur les menus végétariens. C'est un livret qui contient 2 parties. Il y a une première partie qui vise à lutter contre les idées reçues autour de ces menus végétariens, sur les carences, sur l'équilibre alimentaire, sur ces questions un peu courantes qu'on rencontre vis-à-vis de ces menus. Et la deuxième partie, elle est plutôt à destination des familles pour montrer qu'on peut aussi passer à l'action à la maison et s'inspirer de cette démarche obligatoire dans le cadre de la loi Egalim à la maison. Donc, c'est aussi des documents que vous pouvez nous demander, nous indiquer le nombre d'exemplaires, encore une fois, et puis on vous les fait parvenir. Voilà, c'est deux documents à la commande, entre guillemets. Bien, alors, s'il n'y a pas d'autres commentaires, d'autres questions, je vérifie l'onglet des questions parce que je ne le vois pas en même temps. On peut passer je vais passer la parole à Perrine, donc Perrine Ménadier du CIVAM Bio Béarn qui représente les associations de producteurs aujourd'hui et qui va vous parler de différents points. Donc, je te laisse la parole, Perrine. Oui, merci, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Anneline, donc, je suis présente ici au nom du CIVAM Bio Béarn comme partenaire du programme Manger Bio et Local Label et Terroir depuis sa création en 2010. Ma collègue, donc, Anne-Laure Anchagno de la Chambre d'agriculture est absente aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point tout simplement sur les approvisionnements, peut-être, échanger là-dessus ensemble. Tout d'abord, du coup, rappeler effectivement que sur cette période, depuis la création du programme, on a un nombre de fermes qui s'engagent en circuit court qui augmente, bien sûr, tout le monde s'en rend compte, le nombre de circuits de distribution aussi. Du coup, on a quand même un facteur favorable pour pouvoir s'approvisionner localement de plus en plus, et notamment en bio, puisque depuis, donc, par exemple, la croissance des fermes en bio ne s'arrête pas, c'est une bonne chose. Donc, pour exemple, sur les Pyrénées-Atlantiques, il y a 724 fermes en 2020 qui sont certifiées bio. Les chiffres 2021 ne sont pas encore sortis au carré. Du coup, c'est une augmentation en Pyrénées-Atlantiques de plus de 12% environ. Et sur la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 14% d'augmentation de fermes en bio. Donc, on est plutôt dans une augmentation de l'offre, ce qui va faciliter du coup les approvisionnements pour chacun d'entre vous. Donc, si je reviens un peu sur notre activité en dehors du travail avec Anneline, de comité, on va dire, de pilotage, enfin de comité technique sur la démarche de labellisation des fermes, de préparation du forum, etc.
nous avons l'occasion de rencontrer vous, cuisiniers élus sur le territoire, pour échanger avec vous sur l'état des lieux de la démarche dans votre commune et dans les écoles pour qui vous travaillez, donc pour les cantines. Donc, on a courant 2021, avec Laure, pu visiter du coup l'école de thèse en juillet. Donc, je vous fais juste un petit retour rapide de quelques éléments qui me semblaient intéressants de partager. Et l'idée, c'est aussi d'amener des questions ou des retours de votre part pour un petit temps d'échange après ça. Donc, sur thèse, il y a effectivement l'école de thèse qui a rejoint la démarche et on a échangé donc sur les approvisionnements au jour d'aujourd'hui, sachant que la cuisinière est plutôt en fin d'activité professionnelle. Donc, il y aura, on va dire, un travail qui sera peut-être plus approprié par la suite. Mais dans l'idée, c'était de rejoindre et de faire une réunion avec une autre cuisinière qui est sur le secteur, déjà engagée dans la démarche depuis un peu avant, et de faire mettre en lien en fait les deux écoles pour peut-être mutualiser des fournisseurs et favoriser le développement des produits bio locaux dans ces cantines, sachant que Thèse faisait déjà quelques approvisionnements locaux et bio, bien sûr. Mais dans l'idée, vu qu'il y a des communes qui sont assez proches les unes des autres en milieu rural, c'est peut-être de faire venir les producteurs pour des quantités plus importantes et de se rejoindre à plusieurs. Ensuite, donc, nous sommes allés à l'école de Morlas. Donc, Gilbert Gabex est présent, je vois, dans la vision. Donc, c'est une cuisine avec 6 satellites en liaison chaude qui a donc au premier trimestre 2020 atteint 30% de produits locaux et 10% de bio, dont la majorité des produits bio sont en local. Donc, c'est un budget annuel de produits de 250 000 €. Et il y a notamment des points intéressants qui sont, il y a une dizaine de producteurs qui fournissent cette cantine, notamment en veau et vache, avec un approvisionnement une fois tous les 2 mois en veau et 2 fois par an en bourguignon, en vache, et aussi un service à peu près par mois de légumineuses. Donc aussi avec un producteur local. Ensuite, nous avons rencontré l'ensemble des crèches, nous avons invité au moins l'ensemble des crèches sur notre zone, donc c'est Nord-Est Pau et Nord-Est Béarn. Malheureusement, du coup, nous avons eu seulement 2 crèches présentes et 2 crèches excusées quand même. Et ce qu'on peut retenir, c'est que c'est les crèches que nous pensions, en fait, où il y allait avoir des difficultés en fait, d'approvisionnement du fait du petit nombre de convives et petit nombre de quantités de produits à livrer. Et il s'avère qu'au moins pour les crèches, donc par exemple sur Billère, on atteint des taux importants de produits locaux, bio et locaux, donc de 16% pour la crèche Optimum et de... Pardon, ça n'est pas pour la crèche, l'autre crèche, peu importe, mais en tout cas, les 2 crèches sont plus de 45% de produits bio et locaux. Et elles s'approvisionnent auprès de 4 producteurs avec qui ça fonctionne très bien, puisque ces producteurs livrent directement les crèches et très régulièrement. Donc, finalement, par rapport à la remarque initiale, il s'avère que les crèches arrivent très bien à fonctionner avec des producteurs et se fournir localement. Voilà. Nous sommes allés ensuite à l'école, sur la mairie, la commune de Sévignac. Voilà, où il y a un nouveau cuisinier qui vient de rejoindre l'équipe municipale. Et donc, nous avons changé sur des possibilités aussi d'approvisionnement. Voilà, il s'avère que l'équipe de Sévignac a été visiter la cuisine de Sauvagnon durant l'année. Voilà, donc ils étaient aussi présents au forum à Sauvagnon cette année. Et voilà, un échange qui est toujours positif
pour partager en fait entre élus et entre cuisiniers aussi la façon de travailler. Et donc nous avons fini l'année avec une visite sur l'école justement de Sauvagnon, à la mairie de Sauvagnon, où donc on a 300 repas jour, 53% de bio et local, dont 53% oui, des deux, et 17% de bio local. Alors la cantine de Sauvagnon est en self depuis 2018 et elle travaille aussi avec une dizaine de producteurs locaux. Le coût matière, il s'avère qu'il a baissé en fait suite au développement du nombre de fournisseurs. Donc c'est une bonne chose pour la commune. Voilà, donc en fait, en gros, on se retrouve dans chaque école avec on va dire entre 3 et 10 producteurs qui fournissent la cantine. Les productions, c'est bien sûr légumes, fruits, produits laitiers, viande, légumes secs, pardon, et les huiles aussi, huile de tournesol, huile de colza. Voilà. Donc, on est là pour apporter un petit peu de nouveaux contacts si besoin, et aussi dans les cas où ça ne fonctionne pas, essayer de revenir aussi vers les producteurs ou trouver de nouvelles idées pour développer des approvisionnements. Voilà. Alors, on a aussi l'école de Coiraz qui démarre, et c'est en fait, j'étais pas présente à ce rendez-vous, donc Monsieur le maire, je crois que vous êtes présent à cette visio, donc n'hésitez pas aussi à intervenir. Oui, je suis là, mais je suis très honnêtement, bon, c'est mon adjointe qui s'occupe de ça. Moi, je suis là un peu un observateur, hein, parce que je ne veux pas vous donner des choses pratiques, parce que bon, Françoise n'est pas là, donc je la remplace. En quelque sorte, j'écoute. Après, j'ai quand même eu des remontées hein, de parents d'élèves, d'institutrices, des remplaçantes qui ont trouvé que la cantine de Coraz était la meilleure. Voilà. Ah, ben c'est une bonne nouvelle. Les enseignantes qui viennent prendre les repas à la cantine, on nous a fait ces compliments, que c'était la meilleure cantine du coin. Alors, je ne sais pas où elle remplace ailleurs, mais bon, voilà. Donc, moi, je peux faire l'écho de ça, toujours. Après, le reste, en pratique, je ne peux rien vous dire. Voilà, désolé. Mais... Ah mais non, mais il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est ma collègue qui est absente aujourd'hui qui était venue rencontrer Françoise. Voilà, Ouais. Françoise. Ouais. D'accord. Coup... Désolé. Hein. Donc, je vais t'écouter, moi. Hein. Déjà, de dire que les gens apprécient la cuisine, ben, c'est un point très positif. Donc, voilà. Après, vous ne savez pas, en fait, s'il y a des questions par rapport à des approvisionnements ou quoi que ce soit. Du coup, ben, merci pour votre intervention. Et pour les autres présents à ce temps d'échange, si vous avez des questions, des retours, des remarques, c'est le moment en fait aussi de faire un petit point là-dessus, que ce soit sur notre travail, sur les approvisionnements, ce qui marche pas, ce que vous avez envie de partager avec les autres. En tout cas, nous, lors de nos visites, on est toujours... mais on a été plutôt agréablement surpris par le nombre de fermes qui travaillent avec les communes. Et quand ce n'est pas le cas encore, il y a des choses qui vont pouvoir se développer. Mais c'est vrai que notamment en commune rurale, c'est peut-être important de travailler à plusieurs pour que les producteurs puissent fournir, se déplacer au moins pour des quantités convenables, quoi, entre guillemets. Après, il y a l'idée... Oui, j'entends quelqu'un intervenir. Oui, il y a Monsieur Chantre qui veut prendre la parole. Allez-y, Monsieur Chantre. Votre micro est coupé, donc il faut réactiver le micro. Ouais. Ça y est, voilà, c'est bon. Oui, bonjour à tout le monde. À titre d'information, quel est le coût matière de Sauvagnon, s'il vous plaît, si vous avez cette information? Et ensuite, je voudrais dire que, en principe, la commune de Simacourbe va se réengager un peu plus activement bientôt. D'accord. Le coût matière pour Sauvagnon, il est de 1,85 €. Je vous remercie.
Tu vois. De C'est rien. un argument pour ceux qui disent toujours que le bio coûte plus cher. Oui, Alors, en moyenne, on a également les Ouais. chiffres de l'Observatoire national de la restauration collective bio et durable qui indique pour les chiffres 2021 un coût denrée de 2,14 € pour 37% de produits bio en moyenne. Donc ça, c'est les derniers chiffres. Donc ça représente 7000 cantines partout en France. Oui. Donc les chiffres de Sauvagnon sont particulièrement bas en termes de coût denrée, hein, parce Oui. ils sont à 33% de produits bio. Hein. Donc un peu plus de la moitié en bio local. Donc voilà, des chiffres remarquables sur la maîtrise des coûts. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Sur l'approvisionnement, Perrine, je voulais juste, avant de donner la parole à Madame Maillot et au maire de Coiraz, que sur la zone voisine de la tienne, donc sur la zone centre, il y a une problématique qui concerne les légumes bio, puisqu'il y avait le collectif de la Haute qui livrait toute une partie de ce secteur autour d'Oloron et aussi en Vallée d'Ossau, qui a cessé son activité au 1er janvier. Et donc, il y avait beaucoup de communes de ce secteur qui étaient livrées par ce collectif de maraîchers qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Donc là-dessus, sachez que les collègues des associations de producteurs, donc Clément Chaumeau pour le collectif fermier et Marie Beugnot pour l'Union des producteurs fermiers sont au courant de cette difficulté et n'hésitez pas à les contacter directement pour voir localement les solutions possibles pour vous. Voilà, elles sont à votre disposition, en tout cas pour à plus long terme. Il y aura peut-être des solutions avec des plateformes collectives, mais c'est important de pouvoir répondre à court terme à vos questions et donc ils sont là pour ça. Voilà, Madame Maillot. Merci. Juste une petite précision. Nous, on a une personne qui s'occupe donc de confectionner les repas. Nous, on est en charge de 60 repas sur le regroupement scolaire à Dius et à Boueil. Donc, ce qui est un petit nombre de repas. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une cuisinière qui, au début, avec beaucoup de réticence, mais qui petit à petit s'est vraiment engagée dans cette démarche et a une démarche même personnelle en dehors de, on va dire, de ces moments de commande pour aller démarcher les uns et les autres et trouver des producteurs ici ou là. Relancé par ça, par la recherche du label et où on s'est rendu compte qu'on n'était pas encore suffisamment dans un approvisionnement bio, qu'on était très fort en local mais moins fort en bio. Donc voilà, se prenant au jeu, je crois que c'est vraiment une démarche qui doit aussi concerner tous les acteurs de la cantine pour arriver à trouver des producteurs. Je ne sais pas si c'est dû au petit nombre de repas qu'on prépare. On est souvent amené à rechercher différents producteurs parce que certains, au bout d'un moment, trouvent que ce n'est pas assez et donc laissent tomber. Ou pour d'autres, au contraire, sont des petits producteurs de très grande qualité mais n'ont pas assez pour fournir. Donc, c'est un travail de chaque période, on va dire, puisqu'on fait nos menus à la période. Oui, c'est certain. Et oui, comme je disais avant, en zone rurale, c'est vrai que les kilomètres comptent. Il y avait une autre remarque, parce que du coup, par rapport à votre commune, sur Dius et Boueil, oui, j'ai eu des retours, moi aussi, de producteurs, de voir comment aussi grouper ou s'arranger entre eux. Donc, Anne-Line a parlé du projet de plateforme. Peut-être ce sera une solution, mais oui, parce que vous, à Dius et Boueil, il n'y a pas aussi de moyen de regrouper avec Garlin, par exemple ou... Alors, à Garlin, c'est le collège qui fait les repas Oui. pour l'école primaire et l'école maternelle. Donc,
il y a eu des approches de ce côté-là et ça demande à être renforcé, mais il y aura certainement moyen de faire quelque chose. On a pensé aussi à inclure dans notre groupement d'achat la crèche, puisque eux, ils ont un très petit nombre. Ils arrivent apparemment aux derniers échos que j'ai eus à se débrouiller. Là, du coup, c'est presque un approvisionnement familial. Donc, c'est encore différent. Je pense qu'il y a un peu de crainte de passer au stade au-dessus pour se regrouper avec d'autres. Et ça demande aussi beaucoup de concertation, hein, le regroupement, parce que voilà, il y a une question de menu. Il y a, bon, à la crèche, on ne mange pas la même chose qu'au collège, par exemple, ou qu'à l'école primaire. Donc, voilà, il y a beaucoup de critères et de contraintes qui rentrent en ligne de compte quand même. Et on avance à petits pas, mais nous sommes déterminés. C'est bien. Et petite remarque sur votre cuisine. Donc maintenant, il n'y a plus qu'un seul point de production. Hein, c'est uniquement à Dius, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc déjà, ça a permis un regroupement. Oui. Puisque j'imagine que pour Livrer-Bois, où il n'y avait qu'une quinzaine de repas, c'était encore une autre problématique. Oui, tout à fait. Très bien. Merci. Monsieur Lucante? Pardon. Donc, oui, c'était par rapport, pour rassurer Monsieur Chantre, voilà, par rapport au coût. Hein, c'est-à-dire que moi, bon, je ne connais pas les pourcentages de ce qui est bio local, ça, je ne suis pas capable de vous dire. Par contre, le coût, je l'ai. Donc, j'ai la comparaison de 2020, où on n'était pas adhérent, à 2021. Le coût, je l'ai sous les yeux, là, c'était en 2020, on avait pour les denrées, par un fournisseur, c'était un prestataire de service, hein, on avait pour 34 000 €, quoi, en gros. Et en 2021, on arrive à 32 000. Vous voyez, donc on a plutôt un peu baissé qu'augmenté. Après, il y a eu le Covid, on ne sait pas trop, je ne peux pas, il faudrait affiner en année pleine sans Covid hein, pour savoir exactement. Mais vous voyez que le coût, ça a plutôt baissé qu'augmenté entre 2020 et 2021. Donc, pour être précis, on est à 32 200 ou 300 et on était à 34 500. Voilà. Ça, c'est les chiffres que j'ai d'hier. Vous voyez, c'est pas mieux. J'ai ouvert le micro. Voilà. Donc, merci. C'est pour préciser que finalement, ça ne coûtait pas plus cher. Alors, je ne sais pas combien on a de bio et de local. Hein, le pourcentage, je suis capable de vous le donner, moi. Hein. Mais il faudra voir plus tard. Voilà, c'est tout. Merci. Il y a d'autres retours? En tout cas, n'hésitez pas du coup à nous solliciter. Et si vous, peut-être on pourra rappeler les coordonnées avec Anneline, avec l'envoi de la présentation. Pas de souci. Perrine, tu ne voulais pas aborder d'autres points ou est-ce qu'on parle, on va peut-être parler maintenant des… Alors l'autre point auquel on avait pensé échanger avec vous, en fait, mais c'est peut-être pas l'objet, c'était par rapport aux formations, les retours, s'il y avait eu des retours des formations cuisiniers auxquelles ils ont participé, oui, par rapport aux dates, par rapport au… Tout à fait. Oui. Très bonne idée, je vais attaquer là-dessus. Donc, au mois de décembre, on a organisé un réseau des chefs donc par secteur et donc un certain nombre de communes aujourd'hui étaient concernées. Donc, c'était un réseau pour les chefs de cuisine sur des pratiques culinaires, sur les menus végétariens et les légumes d'hiver. Donc, ça a été organisé au collège de Naï début décembre et également au collège de Monin. C'était les 1er et 2 décembre. Donc, je ne sais pas si… je pense qu'il y a quelques intervenants qui y ont participé. Donc, on avait tenté les deux solutions. Donc, il y en avait un organisé un mercredi matin et l'autre un jeudi après-midi sur une durée de 3 heures.
Et donc, on voulait voir avec vous si, pour ceux qui étaient concernés, si vous y avez participé, est-ce que vous aviez apprécié? Et ceux qui n'ont pas participé, nous expliquer est-ce que c'était la date, le lieu, la thématique, les horaires qui auraient pu expliquer la non-présence et qui pourraient nous permettre de rectifier le tir pour de prochaines, pour le réactiver. Donc, c'était pour les zones plutôt au sud, parce que c'était en lien avec le collectif de la Haute, justement, qui a cessé son activité. Donc toutes les communes n'étaient pas concernées par le périmètre, mais le seront dans les prochaines qu'on va décliner. Donc, c'est pour ça qu'on cherche à savoir au plus près de vos besoins sur la durée et les horaires, les jours. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que si c'est organisé un mercredi matin, avec suffisamment d'anticipation, c'est quelque chose qui est possible pour vos chefs de cuisine? C'est Bonne question, j'en sais rien. Parce que on essaie de trouver aussi des cuisines qui sont soit en arrêt de production, soit en plus faible production pour pouvoir recevoir. Donc c'est pour ça que c'est soit l'après-midi. Ça se fait la sur journée une entière, c'est compliqué de trouver des cuisines qui ne produisent pas pour pouvoir faire la formation. A priori, pour nous, ça serait plus facile l'après-midi, parce que le mercredi, on a le centre aéré qui fonctionne, donc il y a une cantine qui fonctionne le mercredi aussi. Au moins autant de monde que. Donc plutôt l'après-midi pour le cuisinier, enfin, j'imagine. Hein. Voilà, oui. Il y a des retours sur le chat aussi, je crois. Oui. Où est le chat là? Alors. Donc, les créneaux horaires et jours, OK pour nous. Le mercredi est à favoriser, en effet, pour Mourinx. Et le mercredi matin ou un après-midi. Donc, les deux pour Gers. Oui. Et le thème est très bon, d'accord. Oui, aussi pour Luc. Très bien. Luc. Oui. Très bien, oui, c'est vrai que la thématique des menus végétariens, des légumes d'hiver... Pour l'instant, on va poursuivre sur cette thématique et le proposer à la totalité des communes. Et aussi, c'est l'occasion on invite tout établissement confondu, donc de la crèche à l'EHPAD, donc les crèches, les écoles, les collèges, les foyers de protection de l'enfance, les établissements pour adultes handicapés, les EHPAD. Donc, on invite tout type de restauration collective. Madame Maillot? Oui, en ce qui concerne les menus végétariens, je crois que c'est vraiment bien parce que même avec des agents qui sont partie prenante, il y a quand même une grande réticence des parents, souvent, et de la communication à faire à ce niveau-là. C'est pour ça que j'étais intéressée par le petit fascicule pour faire un point de départ à une sensibilisation. Et c'est vrai que du coup, ça refroidit un peu les cuisinières qui appréhendent un peu ce jour-là. Bon, voilà, ça s'est réglé en grande partie, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'un peu tendu quelquefois. Très bien. Et en complément du fascicule sur les menus végétariens, on est en train d'élaborer un livret plutôt filière pour donc présenter les légumineuses disponibles dans le département et puis vous donner les contacts des fournisseurs, des producteurs locaux qui livrent la restauration collective et qui sont en mesure de vous fournir toute l'année. Donc, on va essayer de l'éditer pour le premier trimestre, la fin du premier trimestre.
Donc avec des interviews de producteurs, avec aussi l'interview d'un cuisinier de collège qui a expérimenté ces menus végétariens depuis plusieurs années et quelques idées de recettes. On va s'appuyer sur les formations de décembre pour voilà, illustrer ces menus végétariens de l'entrée au dessert. Et donc, pour Simacourt, plutôt l'après-midi, et je vois pour Morlas de renouveler, et pourquoi pas au lycée hôtelier si c'est possible. Bonne idée. Bien, sur les autres problématiques d'approvisionnement, vous dire aussi qu'on a une réflexion autour de la filière agneaux et chevreaux. Donc, il y a une problématique qui est assez récente depuis l'année dernière. Il y a un opérateur qui ramassait les chevreaux dans le département qui a cessé de ramasser dans le département, ce qui a mis en difficulté les éleveurs qui doivent valoriser cette viande de chevreau, donc tous les fromagers hein, qui n'avaient pas qui ne valorisaient pas forcément cette viande et qui recherchent donc des débouchés en circuit court. Et ça se rapproche de la viande d'agneau, en tout cas saisonnier, avec parfois une réticence des convives sur ce type de viande. Et puis sur des viandes aussi qui sont plus coûteuses, hein, donc une réflexion à avoir sur cette question-là. Et donc les associations de producteurs partenaires ont souhaité pouvoir travailler ce débouché de la restauration collective en agneaux et chevreaux. Donc, on va probablement organiser des ateliers sur cette thématique-là, donc avec des producteurs qui pourront expliquer leurs problématiques, les différentes pièces de viande, etc. Et puis avec un cuisinier qui valorise déjà cette viande et qui peut expliquer les cuissons, les recettes qui plaisent aux enfants, en tout cas avoir des échanges sur ce sujet-là pour aider cette filière en difficulté. Savoir comment présenter les menus, etc. Donc, c'est une réflexion. Je ne sais pas si on y arrivera pour la saison là, de Pâques, mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on a amorcée depuis quelques mois et qu'on souhaite voir aboutir cette année. Et une autre thématique, c'est celle des yaourts. Perrine, Oui, effectivement. Donc, j'explique peut-être brièvement, oui. puis tu compléteras. Oui. Sur ce sujet-là, les yaourts, c'est bien, les yaourts fermiers, c'est un produit qu'on peut, je vais dire, qu'on peut introduire facilement en restauration collective parce que ça ne change pas les pratiques, mais ça reste plus coûteux. Donc, ça ne peut pas être tous les jours des yaourts fermiers, ça, j'en conviens bien. Mais il y a encore des réticences ou des idées reçues sur cette question-là, parce que les producteurs laitiers, ils ont la capacité de produire en gros volume, parce qu'aujourd'hui, ils ont généralement une grande partie de leur lait qui n'est pas valorisé en yaourt, qui part à la coopérative. Donc, s'il y a des demandes qui sont faites, ils peuvent valoriser davantage leur lait en yaourt et donc avoir aussi un meilleur un chiffre d'affaires plus important. Donc il faut voilà, on essaie de lutter encore contre cette idée reçue que le yaourt, les capacités de la production, de la structuration des filières fermières n'est pas suffisant pour la restauration collective. Pour le yaourt, c'est pas vrai. Donc on veut voilà, travailler aussi ce sujet-là et par le biais d'une visite de ferme. Donc, qu'on va vous proposer donc dans une ferme qui fait du lait, qui transforme son lait en yaourt, donc toujours par zone géographique. Et puis, vous proposez dans un second temps, comme sur les autres livrets filières, le détail de toutes les structures qui proposent des yaourts fermiers en conventionnel en bio, pour que vous puissiez trouver ce qui correspond à votre besoin. Voilà, ça, c'est prévu
mars-avril. Donc là, Perrine, je vais te laisser la parole. Non, mais c'était juste ce que je voulais ajouter. C'est prévu en mars-avril. Et donc, on se retrouve en fait avec les autres collègues des structures agricoles qui travaillent sur le programme pour le département. On se retrouve là vers 5 heures ce soir pour parler de ça. Voilà, définir les fermes et du coup, vous proposer ensuite les dates. Donc, a priori, ce sera plutôt les mercredis après-midi, les visites, si on revient à ce qu'on a dit auparavant par rapport aux formations, si c'est le mercredi après-midi plutôt. Ça peut être les après-midi, puisque... Les après-midi, après les confections. Les après-midi ou le mercredi. Parce que nous, on avait identifié les après-midi, disons à partir de 14h30 ou 15h, on s'était dit, voilà, de façon à ce que peut-être la partie nettoyage ait pu être faite et de prévoir un déplacement jusqu'à la ferme. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable, du coup, dans la semaine, une après-midi, à partir de 14h30 ou 15h? C'est validé, Perrine. Allez, c'est bon. Ça marche. Du coup, je te laisse. Sur ce volet de l'approvisionnement. Madame Maillot, vous avez la main levée. Est-ce qu'il y avait, c'était précédemment ou vous aviez encore non, ok, très bien. Donc, je vais dire oui sur le volet de l'approvisionnement. Toujours, on vous met à disposition la mise à jour une fois par an de votre liste de fournisseurs en mesure de livrer votre secteur. Ça, c'est une mise à jour qu'on fait au courant du premier trimestre. Donc, on va vous fournir la nouvelle version en avril. Et on va essayer de bien travailler la mise à jour de cette liste, puisqu'on a maintenant plusieurs années de recul et il y a certains fournisseurs qui n'ont pas actualisé leurs données depuis plusieurs années. Donc, cette année, on va travailler vraiment pour que les données soient les plus mises à jour, les plus actualisées possibles. Et donc là-dessus, s'il y a des choses qui vous semblent surprenantes ou qui ne vous semblent pas pratiques, n'hésitez pas à nous faire aussi des remontées parce que c'est un outil central dans l'accompagnement qu'on propose. Voilà, j'ai passé au point suivant. On pourra revenir sur la question de l'approvisionnement, n'hésitez pas. Le point suivant, c'est le label d'EcoCert. Certains d'entre vous sont d'ores et déjà labellisés par EcoCert, le label en cuisine. Et donc, comme chaque début d'année, on va vous proposer de rentrer dans cette certification ou de poursuivre pour ceux qui sont déjà dedans. Le département finance les 3 premières années de ce label. Donc, le coût de l'audit, en fait, puisqu'il y a un auditeur externe qui vient vérifier les critères du label. Et donc, c'est le coût de cet audit qui est pris en charge par le département. Et bien sûr, ça reste à vous de préparer et de recevoir EcoCert le jour de l'audit. Donc, je vais partager mon écran pour que vous voyez les différents volets de ce label, les différents points sur lesquels vous êtes contrôlés. Alors, il est là. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Donc, 3 niveaux à ce label. Donc, la première carotte, les 2 carottes et les 3 carottes. Il y a 4 types de critères qui sont regardés dans ce label. Donc, le bio local, le sain et le durable. Donc, au niveau 1, on est à 10% de bio au moins, avec 10 composantes par mois. Donc, les composantes, c'est donc dans un repas, on est à 4 ou 5 composantes. On a l'entrée, le plat protéiné et l'accompagnement, ça fait 3. Parfois, un laitage et un dessert, donc ça fait 5. Parfois, il n'y a pas
le laitage, donc c'est en 4 composantes. Donc, c'est ces composantes-là qu'on regarde quand elles sont bio ou pas. Donc, quand on est sur une composante, donc une entrée par exemple, où on a plusieurs choses dans l'entrée, on regarde, il faut qu'il y ait 50% de l'entrée qui soit au moins bio pour être considéré dans la composante bio. Quand c'est un yaourt, c'est facile, puisqu'il est bio ou il n'est pas, mais quand c'est un plat composé, c'est plus complexe à compter. Donc le niveau 2, c'est 30% de bio, le niveau 3, 50% de bio. Sachez que cette façon de compter va évoluer à partir de 2023 pour s'adapter à Egalim, donc on va passer à 20% de bio pour le niveau 1, 40% de bio pour le niveau 2 et 60% de bio pour le niveau 3. Donc ça à partir de l'année prochaine. Mais pour cette année, si vous positionnez, c'est toujours sur ces critères-là. Donc au moins, en local, au moins une composante bio et locale par mois, donc sur le niveau 1, 4 composantes sur le niveau 2 et 10 composantes sur le niveau 3. Et on regarde autour de ces questions d'approvisionnement d'autres critères. Donc sur le volet sain, c'est l'affichage des menus, sur l'absence d'OGM et certains additifs interdits. Et plus on avance dans le niveau et plus les critères sont exigeants. Donc la réflexion autour de la formation des cuisiniers, la consommation de fruits et légumes de saison. Et ensuite, la liste s'allonge sur les additifs interdits, sur les céréales complètes et puis sur la capacité à cuisiner sur place. Donc ça, vous êtes tous concernés par ce critère-là. Et enfin, sur le durable, une réflexion à l'écologie et au gaspillage et vers des éco-détergents pour le niveau 3 et puis des actions sur le volet écologique. Voilà, c'est une présentation vraiment très succincte parce que je voudrais donner la parole à ceux qui sont déjà engagés dans ce label pour pouvoir en parler. Ce sera beaucoup plus clair pour vous. Et donc, Madame Ayot, levez la main, c'est parfait. Vous allez pouvoir nous dire quel est votre retour sur l'audit que vous avez eu cette année. D'accord, donc ma main se lève sans que je la maîtrise parce que je n'avais pas levé la main, mais je peux… Ah, pardon. Il n'y a pas de problème. Je peux faire un retour. Bon, déjà, moi, j'ai trouvé cet audit très, très intéressant parce qu'on n'est pas toujours conscient des détails de la démarche. Donc, on a en face de nous quelqu'un qui a les idées très claires là-dessus et c'est vrai que ça permet, nous, de clarifier les choses. Alors, nous prétendions au niveau 1 que nous n'avons pas, qui n'a pas été validé puisque notre carotte n'était pas entièrement constituée. On n'est pas encore au 10% de bio. Comme je disais tout à l'heure, on est très fort en local, un petit peu moins en bio. Mais du coup, ça a créé une espèce de challenge à relever et voilà, donc on n'a pas du tout regretté d'être audité. Alors il y a des choses sur lesquelles on était plus en avance que le niveau 1 comme les menus, voilà, toute la sensibilisation et la communication autour de la démarche. Donc voilà, ça permet de bien clarifier les choses. On a en face de nous quelqu'un qui est très pointu et très précis sur les différents critères, qui propose des pistes. Et on était donc, il y avait, alors moi je représentais les élus, il y avait la personne qui est en charge des repas qui était là, et il y avait l'équipe aussi administrative ou d'encadrement des repas et franchement c'était très très profitable. Voilà, que du positif pour nous et l'envie de concrétiser pour cette première carotte. Très bien. Est-ce que d'autres élus souhaitent s'exprimer sur cette labellisation ?
Je sais qu'Arudi, c'est également, a été labellisé. Donc, au moment de l'audit, c'était comme vous, Madame Maillot, il n'était pas au 10%, mais la particularité de cette labellisation, c'est qu'on a 2 mois pour rentrer en conformité quand il y a des décalages majeurs. Et donc, la commune d'Arudi a réussi à dépasser les 10% dans le temps de ces 2 mois, fournir les justificatifs nécessaires à EcoCert, et donc a pu bénéficier de sa première carotte. Peut-être un petit peu comme vous, par défi de n'avoir pas pu les atteindre au moment du passage de l'auditeur. Je sais qu'il y a également Mourinx qui est présent. Élise, si tu souhaites dire un mot, puisque ça fait plusieurs années maintenant que Mourinx est labellisé, donc sur les avantages ou les inconvénients peut-être aussi de ce label, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément souligné, mais il faut le préparer, l'audit, donc ça demande du temps. Donc il faut faire ce suivi du taux de produits bio au moins sur 3 mois pour la première année et ensuite sur toute l'année pour pouvoir prétendre au label quand c'est la deuxième année de certification. Et puis, ça demande un certain nombre aussi de fichiers Excel à compléter, notamment sur le volet développement durable et action en termes de développement durable. Il y a un questionnaire à compléter là-dessus. Voilà, peut-être si quelqu'un veut s'exprimer là-dessus. Non, bon, c'est pas grave. Vous dire que pour tous ceux qui souhaitent s'engager dans cette démarche de labellisation ou poursuivre, donc on vous laisse jusqu'au 15 février pour vous positionner et nous faire un retour. Donc c'est court parce que cette année, comme je l'ai indiqué, c'est la dernière année pour le label dans cette configuration. Donc la société EcoCert veut terminer ses audits, enfin va organiser les audits sur un temps plus court, donc premier semestre essentiellement. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de vous positionner un peu plus tôt cette année. Voilà, on va passer au dernier point. Excusez-moi. Oui. Oh oui, c'est Madame Maillot. On a une idée de ce qui va changer comme critère? Alors, ce qui va changer, donc c'est essentiellement les taux de bio et le taux de bio en fait qui va changer, et la liste des additifs va également changer. Et j'ai pas le détail, mais je sais qu'il y a d'autres critères qui, enfin j'ai pas le détail en tête, mais je sais qu'il y a d'autres critères qui évoluent. Et là-dessus, je vais me renseigner pour vous faire un retour un peu plus précis. C'est vrai que le gros changement, c'est le taux de bio pour être en conformité avec Egalim. L'idée, c'est que le premier niveau soit au niveau de la loi. Et ils ont décalé à 2023 en raison de la Covid, parce qu'il y avait des difficultés d'approvisionnement qui expliquent qu'on n'a pas forcément progressé aussi vite qu'on aurait voulu. Donc voilà, c'est peut-être aussi à tenir compte pour la suite, si peut-être pas se positionner sur le niveau 2, si voilà, vous êtes tout juste, quoi. Faut peut-être conforter le niveau 1 dans un premier temps. Mais donc essentiellement, c'est sur les taux d'introduction de produits bio qui a un gros changement. Et sur le dernier point, parce qu'il nous reste un quart d'heure, ce sont les actions à venir et d'échanger sur vos éventuels besoins.
Donc, calendrier des outils, des actions à venir, pardon. Donc, dans les outils, j'en ai déjà parlé, un livret sur les légumineuses disponible dans le département pour vous aider à vous approvisionner en légumineuses en circuit court. La labellisation d'éco-certes en cuisine, donc appel à manifestation d'intérêt jusqu'au 15 février. Je vais vous faire un mail en ce sens pour que vous puissiez, par retour de mail, manifester votre intérêt. Le réseau des chefs sur la visite de ferme yaourt fermier. J'ai noté mars, mais ce sera mars-avril. Et donc une réflexion autour de l'agneau chevreau, on en a parlé aussi. Donc, si, bien sûr, un des temps forts aussi qu'on souhaite vous proposer, c'est un voyage d'études. Donc, c'est une réflexion qui est née du Salon des maires qui a été organisé par l'Association des maires le 10 septembre dernier. Donc, il y a eu une web TV qui a été organisée sur ce sujet avec l'intervention du maire de Lagrollet du Gers qui est venu présenter sa démarche. Et donc, on s'est dit que ce serait bien de proposer un voyage d'études donc sur une commune, celle-ci ou une autre, à vous tous. Donc, on souhaite vous en débattre aujourd'hui pour que vous puissiez nous dire quels seraient vos besoins vis-à-vis de ce voyage d'études. On souhaite trouver une commune qui a une réflexion, bien sûr, autour de la cantine, autour de l'approvisionnement de la cantine, mais pas que, avec une réflexion plus globale en termes de projet alimentaire, on va dire municipal, donc pourquoi pas une réflexion sur la production de légumes au sein de la commune, pourquoi pas une réflexion autour du recrutement ou de la polyvalence des agents qui travaillent sur la cantine. Voilà, une réflexion en tout cas multithématique sur la question alimentaire quand on est un élu, quand on est un technicien sur une cuisine engagée à proximité, de toute façon, à proximité, on ne traverse pas toute la France pour ce voyage d'études. Donc, déjà, je souhaite prendre vos avis sur cette proposition. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Et si oui, est-ce qu'il y a des conditions? Oui, Monsieur Segaud. Oui, bonjour à tous. Excusez-moi, je vous ai rejoint un peu sur le tard. Donc, juste, puisqu'on avait déjà échangé Anne-Laure sur le sujet, donc bien sûr, la commune de Morlas qui a un projet un peu en gestation en termes de maraîchage, de production pour la cantine scolaire, mais pas que, pour approvisionner aussi d'autres sites. Donc, est tout à fait favorable, bien sûr, à ce déplacement et ce voyage d'études donc à l'Agrolait du Gers dont on avait déjà parlé. Voilà, donc je me positionne. Bon, il y a Gilbert Gabex qui est par ailleurs, qui suit aussi la visio, qui nous accompagnera également, peut-être avec notre technicien de la commune. Voilà, donc nous, on est tout à fait partant, même si je le dis, notre projet est encore vraiment, pas dans les cartons, il est sorti des cartons, mais vraiment en gestation. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a un autre retour sur le chat. Oui, Madame Maillot nous dit oui et sans condition. Très bien. Et je pense que cette proposition sera ouverte à d'autres communes qui pourraient s'interroger ou en tout cas avoir des réflexions en ce sens. Donc, voilà, ce ne sera pas seulement pour les 27 communes engagées, ou en tout cas celles qui disposent d'une cuisine sur place. Ça peut être celles qui aimeraient aussi engager des réflexions autour de l'alimentation dans leur commune. Bien, est-ce que sur les autres actions, vous aviez des remarques, des demandes?
des besoins. Ça peut être même sur un autre sujet, si vous voulez échanger entre vous sur des différentes questions autour de votre cuisine, si vous avez des questions un peu plus pratiques pour la mise en œuvre de votre projet. Oui, Monsieur Galex. Oui, bonjour. Excusez-moi déjà pour le retard. J'étais un petit peu. J'ai pas pris la réunion dès le départ, mais j'ai loupé une petite demi-heure, je pense. Un petit problème de connexion et de timing au travers de l'horaire proposé, mais c'est pas le sujet. Je voulais juste dire que si jamais il y en a certains qui ont quelques questions, quelques réticences ou besoin d'infos complémentaires, ne surtout pas hésiter à se diriger vers ceux qui sont dans ce réseau depuis un petit peu plus de temps et qui ont un peu plus de recul, un peu plus de pseudo-expérience, excusez-moi l'expression, mais il faut surtout pas hésiter à venir vers nous, je pense, et on se fera un plaisir de pouvoir répondre à toutes les questions technico-pratiques, techniques sur la faisabilité ou pas de la pro auprès des producteurs locaux. Et je vous rejoins complètement sur la facilité de commander et de recevoir, bien évidemment, tout ce qui est produits laitiers. Et un petit peu d'anticipation et c'est vraiment très très facile. Juste une petite dernière info, j'ai été contacté par la commune de Mazerolles qui a vu qu'on était dans le réseau, nous Morlas, et qui va venir nous voir, je crois, très très prochainement pour avoir un petit peu complément d'information et s'engager un petit peu plus ou s'engager tout court dans cette démarche, quoi. Tout à fait. Du coup, c'était aussi, c'est Perrine là, du Sivam Bio. Le fait de pouvoir échanger entre vous directement, c'est très important et c'est dans ce sens-là aussi que tout à l'heure j'ai évoqué le fait que l'école de Sévignac est allée rencontrer celle de Sauvagnon. C'est vrai que après tout le monde ne sait pas qui est prêt à recevoir qui, mais normalement, comme le signale M. Gabex, il n'y a pas de souci et ça fait avancer plus rapidement peut-être aussi. Ouais, voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, nous, il n'y a pas de souci. Et après, bien évidemment, ça s'organise, ça se prépare, mais au travers d'un peu d'organisation, et puis on se cale un petit moment qui permet et dans un premier temps de faire connaissance, et dans un second temps de travailler autour d'un sujet qui nous tient à cœur. C'est l'alimentation est d'un, et de deux, de qualité, et tout le monde est content. Merci beaucoup. Avec plaisir. Pour ce témoignage, ce partage. Madame. Oui, j'ai une petite question moi, concernant le gaspillage. J'ai vu l'autre jour, tout à fait par hasard, un sujet aux informations sur une commune qui valorisait les repas non consommés. Et nous, c'est une question qu'on s'est posée, surtout au début, parce qu'on a réussi à beaucoup réduire les repas, la surproduction, on va dire, la mauvaise évaluation des quantités. Mais est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui valorisent ces repas non consommés et de quelle façon ?
Je ne sais pas très bien où en est la législation d'ailleurs à ce sujet-là. Sur le sujet que j'ai vu, c'était un village qui disposait d'une petite épicerie communale et donc les repas en plus étaient conditionnés et mis à disposition à des prix défiant toute concurrence dans une armoire réfrigérée sur ce point épicerie. Voilà, nous, on s'est souvent posé la question de savoir pourquoi pas les mettre à disposition des familles ou des agents. Voilà. Ça semble toujours se heurter à des choses compliquées. Je voulais savoir si les uns et les autres avaient une expérience par rapport à ça. Il y a effectivement une évolution de la réglementation, notamment avec cette période sanitaire compliquée. Je sais que, oui, d'un point de vue de l'hygiène, il y a toujours des conditions importantes. Et puis, c'est surtout après sur le conditionnement de ces repas. On n'est pas forcément équipé pour le faire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il puisse y avoir un petit point réalisé sur ce sujet du don et dans quelles conditions et s'il y a des contacts à prendre de communes à proximité qui se sont saisies du sujet. Donc là-dessus, je vais aborder ça. Je voulais également vous dire qu'on avait prévu un petit point sur ce que la loi climat et résilience qui a été votée au mois de juillet dernier rajoute, entre guillemets, à la loi Egalim qui avait été votée en 2018. Donc notamment deux petits points, c'est rapide, donc l'ajout des produits issus du commerce équitable dans les produits dits durables, dans les 50% de produits durables. Et puis également sur le volet de la viande et du poisson, il y a l'obligation d'être à 60% de viande et poisson labellisés, donc sous filière labellisée, donc dans les critères durables. Donc ça devient un petit peu compliqué de compter tout ça, mais en gros, il y a une exigence supplémentaire sur ce qui concerne la viande et le poisson dans cette loi Egalim. Et ça, de la même manière que pour le don, on va vous faire un petit récapitulatif par écrit pour que vous puissiez avoir tout ça sous la main si jamais vous avez des questions. Et je vois qu'on arrive au terme de cette réunion. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, d'autres apports, c'est le moment. Pour ma part, je vous quitte. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci Perrine, à bientôt. Bien. Inbar, tu voulais ajouter quelque chose? Ou conclure, peut-être? Non, pas conclure quand même. Voilà. Non, mais très bien. Non. Je pense que l'essentiel a été dit. Juste pour les formations, moi je me pose toujours, j'ai toujours l'objectif de proposer sur les règles de la commande publique. Donc dès que j'aurai trouvé un intervenant pour intervenir là-dessus et sur saucissonnage, pas saucissonnage. Ouais. Donc on vous proposera. Et après, je pense que tout a été dit. J'ai participé par intermittence, donc je pense que tout a été dit et que c'était très intéressant. Et je vois que tout le monde a été bien intéressé par toutes les thématiques. Je vois que Mourin s'est également intéressé par la question posée par Madame Maillot. Donc la restitution, et je pense que lorsqu'on vous fera la restitution, vous pourrez encore échanger sur vos questions. Et peut-être qu'on y reviendra au fur et à mesure avec des éléments sur toutes ces questions-là. Je pense à Noline, qu'on fera un retour sur toutes les questions d'ici 15 jours, des choses comme ça. Très bien. Et pour les communes qui ne nous ont pas encore envoyé leur fichier de suivi,
n'hésitez pas, ou si ce n'est pas possible, 3 mois de facture, on se met également à votre disposition pour compléter le fichier, pour que vous puissiez savoir d'où vous partez. Bien, merci à tous pour votre participation et à bientôt pour le prochain temps d'échange. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Bon. Merci. Aline, est-ce que tu veux qu'on fasse le point ou on se voit plus tard? T'as un truc, c'est bon pour toi. Ah mince, attends, je vais déjà couper l'enregistrement.